Bonjour. Aujourd'hui, si vous voulez, je vais vous parler de la guerre israélo-palestinienne, qui est une guerre extrêmement importante pour l'avenir de l'humanité. Et donc, je vais faire un récapitulatif de l'histoire d'Israël au niveau géopolitique. Le 2 novembre 1917, Lord Balfour, le Premier ministre anglais, écrit une lettre le 2 novembre 1917 à Lord Rothschild, lui annonçant que le gouvernement anglais est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Il faudra attendre 30 ans pour que le 29 novembre 1947, l'ONU vote le plan de partage de la Palestine en État juif et un État arabe. Le 30 novembre 1947, la guerre civile éclate entre les Juifs et les Arabes tout de suite. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, à Jérusalem, déclare la fondation de l'État d'Israël le 14 mai en 1948. En 1948-1949, ce sont des guerres israélo-arabes et 750 000 Arabes palestiniens sur 900 000 fuient la Palestine. Golda Meir les supplie de rester pour faire ensemble un pays. Aujourd'hui, leurs descendants peuplent la Jordanie, la Syrie et le Liban. Entre 1950 et 1955, 600 000 Juifs quittent les pays arabes pour venir en Israël. En 1956, c'est la fameuse crise du canal de Suez par l'Égypte. C'est Nasser qui va le nationaliser en 1956, et si vous voulez, c'est déjà une première crise entre Israël et l'Égypte. En 1967, les Égyptiens vont fermer le détroit de Tiran et sur le golfe d'Aqaba, ne permettant plus aux Israéliens le passage par mer. Et c'est si vous voulez, comment dirais-je, c'est le début de la guerre des 6 jours entre le 5 et 10 juin 1967, qui sera gagnée bien sûr par Israël de manière foudroyante. Puis en 69, de nouveaux combats entre Israël et l'Égypte ont lieu le long du canal de Suez. En 70, au mois d'août, c'est l'arrêt des combats. Il y a de nombreuses négociations entre l'URSS et les Américains pour
arrêter ces combats. En 73, du 9 au 24 septembre, c'est la guerre de Yom Kippour. Et, bien entendu, c'est l'Égypte et la Syrie qui attaquent le jour de cette fête religieuse le Sinaï et le plateau du Golan. L'armée israélienne, évidemment, est au repos, en grande partie. Ils ont donc bien choisi le jour pour attaquer. Cette guerre de 73 du Yom Kippour aura pour conséquence le choc pétrolier. Le baril passe en quelques jours de 3 $ US à 30 $ US et l'OPEP réduit sa production, déstabilisant le monde entier. En 74, le 18 janvier, Israël se retire à l'ouest du canal de Suez. Le 31 mai 1974, il y a un accord de désengagement et un échange de prisonniers entre les Égyptiens et les Israéliens. En 77, c'est une date extrêmement importante. En novembre, Anwar el-Sadat vient à la Knesset et reconnaît l'existence d'Israël. Ça sera une des conséquences de sa mort, parce qu'il sera assassiné. En 78, ce sont les accords de Camp David. Carter, le président américain, du 5 au 17 septembre, invite Sadat et Begin pour une paix définitive. Et en 79, un traité de paix israélo-égyptien est signé et les Israéliens se retirent de la péninsule du Sinaï. En 1981, Sadat est assassiné le 6 octobre lors d'un défilé militaire par des militaires qui étaient membres du djihad islamique. En 1987, c'est la première intifada. Intifada veut dire en arabe soulèvement, et c'est la guerre des pierres. Le peuple palestinien caillasse les troupes israéliennes. Tout ça durera jusqu'en 1993. En 2000, deuxième intifada, Al-Aqsa. Le 29 septembre, au lendemain de la visite de Sharon, du général Sharon, sur l'esplanade des mosquées. Il faut dire que vraiment là, il avait poussé un peu loin le bouchon, comme on dit à Marseille. En 2005, l'armée israélienne quitte la bande de Gaza. À mon avis, c'est une très grave erreur qu'ils ont fait là, car en 2007, le Hamas s'installe à Gaza et prend le pouvoir politique, et bien entendu militaire également. Il est évident qu'ils vont rester près de 16 ans à Gaza et ils creuseront
500 kilomètres de tunnels à des profondeurs jusqu'à 60 mètres et pour prévoir une invasion d'Israël et de pouvoir aussi trafiquer, rentrer des armes, rentrer des marchandises, rentrer de la drogue. Enfin voilà quoi. Bon. On va maintenant à 2023 et vous savez comme moi que le 7 octobre, les Arabes venant de Gaza rentrent en Israël d'une manière très structurée. L'opération, bien sûr, de pogrom était préparée de longue date. 470 morts, 1400 blessés, les femmes sont violées, les femmes enceintes sont éventrées, on décapite des enfants, on brûle des adultes et des enfants vivants parce que des médecins légistes ont pu vérifier tout ça depuis le 7 octobre. On brûle vivant des enfants. C'est une horreur totale. Et ils prennent 240 otages, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout ça, et les emmènent dans les souterrains, dans les tunnels de Gaza, et surtout sous les hôpitaux et les immeubles résidentiels. En octobre, l'armée israélienne Tsahal demande à la population gazaoui du nord de Gaza de descendre vers le sud parce que l'armée coupe Gaza en deux parties. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas contrôler toute la bande de Gaza d'un coup et donc il faut qu'ils pratiquent par étapes. Donc la première étape, c'est le nord de Gaza, parce qu'il y a aussi le sud Liban, dont on va parler, avec le Hezbollah. Donc si vous voulez, il faut qu'ils se fortifient sur Gaza Nord d'abord. Bien entendu, ils vont commencer à bombarder de manière terrible la ville de Gaza. En novembre, Tsahal rentre physiquement avec des troupes d'élite, et puis même avec des troupes régulières. Ils vont quasiment immeuble par immeuble, quoi. Quasiment Stalingrad. Et ils sont encore dans cette bande de Gaza au jour où je vous parle. Ils ont commencé également à inonder les tunnels avec de l'eau de mer, mais il y a 500 kilomètres, et si vous voulez, avec une profondeur de 60 mètres, une grande partie de la mer Méditerranée pourrait se vider, parce que vraiment là, il faut des centaines de millions de mètres cubes d'eau pour arriver à noyer tout le monde, parce que ce qu'ils veulent, c'est noyer les Gazaouis, enfin non, les gens du Hamas, ils veulent les noyer. Alors maintenant, si vous voulez, je vais aborder le problème des renseignements militaires israéliens. Je vais faire un peu l'historique d'opérations ratées des services de renseignement militaires israéliens, et même je vais vous parler de la Russie, que je connais bien. Je suis un historien de la révolution russe, et
En juin 1941, la Troisième Guerre mondiale est déjà commencée, un agent double allemand avertit Staline d'une invasion imminente de l'armée allemande en Russie. Mais Staline, cet imbécile, n'y croit pas. Et on s'apercevra dans l'histoire que très souvent, des agents de services de renseignement donnent des informations très justes et que les hommes politiques ou les chefs de guerre et les militaires n'y croient pas. Donc Staline envoie promener cet agent en lui disant qu'il est un imbécile, et le 21 juin, patatras, l'armée allemande rentre en Russie comme dans du beurre, parce que les Russes n'étaient pas préparés du tout. Hein? Et cette guerre, bien entendu, a été gagnée par la Russie, avec le sang du peuple russe, mais elle a été beaucoup aidée au niveau du matériel par les Américains. Les États-Unis d'Amérique ont beaucoup aidé Staline à se débarrasser d'Hitler et des nazis. Alors, il y a également le 7 décembre 1941, tout le monde se rappelle de l'attaque de Pearl Harbor à Hawaï. C'est une attaque surprise des Japonais sur la flotte américaine. Et ils ont pas mal dézingué, là, hein. Et donc, les services secrets américains étaient aux abonnés absents. Silence radio. Ce qui veut dire que les services secrets, quelquefois, ne donnent rien. Et donc, les services secrets américains ne travaillaient pas au Japon, ça c'est sûr. Ensuite, j'aborderai la guerre du Kippour, du Yom Kippour, le jour du grand pardon. La guerre a eu lieu du 6 octobre au 25 octobre 1973. Et cette guerre-là, les Israéliens ont failli la perdre. Pour plusieurs raisons. C'est que Golda Meir, qui était Premier ministre, a refusé une attaque préventive en Égypte contre l'avis de ses généraux. Le Mossad, le Shin Bet, lui avait donné des informations prévoyant une attaque imminente de l'Égypte dans la péninsule du Sinaï et une attaque de la Syrie sur le plateau du Golan. Et elle n'en tiendra pas compte. Donc ils vont perdre une ou deux journées là très importantes. Et c'est l'action du général Ariel Sharon qui va sauver la mise. Il en parle à son copain, le général Dayan, ministre de la Défense de l'époque, qui lui dit « Vas-y, je te couvre ». Et Sharon, par une manœuvre stratégique extraordinaire, va retourner la guerre et le combat contre l'Égypte à son avantage. Et c'est comme ça que Sharon a sauvé Israël sur le plan militaire. Parce qu'il avait désobéi à l'état-major. Et là, ils l'ont engueulé après. Mais comme il a gagné la guerre, ils pouvaient pas trop l'engueuler, mais ils lui ont dit, putain, tu as pas obéi à nos ordres, hein. Il a fait comme il a voulu. C'était un grand stratège, évidemment. Et je pense que plusieurs fois, dans l'histoire du monde,
dans l'histoire militaire, la même chose a dû arriver plusieurs fois. Alors ensuite, je vais vous parler de la guerre éclair du Hamas. Le 7 octobre 2023, le Hamas envahit Israël depuis Gaza. Il rentre dans les villages israéliens et organise de véritables pogroms. Moi, je ne considère pas les attaques, les opérations du Hamas comme un génocide. Le génocide, on tue un peuple. Et eux, ils ne voulaient pas du tout tuer un peuple. Ils voulaient terroriser les populations. Ça n'a rien à voir. Moi, je connais très très bien l'histoire de la Russie, les pogroms du 19e siècle contre les Juifs. On brûlait des villages, on tuait, on éventrait, on violait, on volait. En Russie impériale. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un génocide. C'est ridicule de parler de génocide. Les gens qui parlent de génocide, ils connaissent pas l'histoire. Un pogrom, c'est une espèce d'opération de terreur. On veut terroriser, on veut voler, on veut exterminer pour faire peur. On veut terroriser. C'est la terreur, le pogrom. C'est pas autre chose. Alors on massacre les femmes, on viole les femmes, on les évente quand elles sont enceintes, on décapite les enfants, on brûle vivants des vieillards, des enfants, des femmes, parce que il y a des médecins légistes qui sont venus après vérifier que c'était bien des crémations de personnes vivantes. On les a brûlées vives dans des fours. Il faut le faire, C'est quelque chose d'horrible. Ça n'a jamais été fait, d'ailleurs. Jamais été fait. Même Hitler, il gazait ses victimes avant de les passer dans les fours crématoires. Voyez-vous? Donc, le crime du Hamas, les crimes du Hamas sont... Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots. C'est satanique, c'est démoniaque, ce sont pas des hommes, ce sont pas humains, sont pas humains. Alors, il y a 1400 blessés, 470 tués et 240 otages qui sont pris et ramenés à Gaza, bien sûr, ils sont pas fous, comme monnaie d'échange. Ils ont tout de suite pensé qu'ils allaient pouvoir les échanger contre des prisonniers gazaouis ou terroristes dans les prisons israéliennes contre des civils. Et ça a commencé, puisqu'on en est à peu près une centaine d'otages qui ont été déjà libérés. Moi, je ne pense pas qu'ils libéreront tous, parce que ils ne voudront pas libérer tout le monde, parce que pour eux, c'est une monnaie d'échange qu'ils vont garder, même s'ils prennent des coups terribles au niveau des combats et tout ça, ils vont certainement en garder pour démoraliser la population israélienne. Alors, les services, encore une fois, les services du Mossad et du Shin Bet, les services secrets militaires du Mossad et Shin Bet, services secrets de l'intérieur, ont eu connaissance de préparatifs d'opérations de Hamas et les ont communiqués dans les services pour passer ça à des hommes politiques. Et en fait, à un moment donné, ça a bloqué parce que le sous-directeur, le directeur dit non, il y a aucune preuve de tout ça. Je ne fais pas remonter jusqu'aux hommes politiques. Et donc, Benjamin Netanyahou n'a pas eu connaissance de ces préparatifs et de ce que le Shin Bet et le Mossad savaient. Moi, je pense qu'il n'en a pas eu connaissance. Sans ça, il aurait donné le feu vert, comme tous les premiers ministres ont toujours fait dans toutes les guerres. Bon. Alors,
euh, mon ami Sergueï Girnov, un ancien agent du KGB, dont vous devriez lire les livres, parce qu'ils sont passionnants, hein. C'est des romans policiers, mais vrais. Il raconte comment il est devenu agent du KGB, tout ça. Et si vous voulez, il dit très bien dans un interview que les services secrets ne servent plus à rien. Ils coûtent trop cher, on devrait les fermer. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Les services secrets sont dépassés complètement à l'heure de l'intelligence artificielle et bien entendu, on va me dire que rien ne remplace les renseignements sur le terrain par des gens, par les humains. On peut peut-être garder quelques têtes de pont, mais les milliards que dépensent les États-Unis à la CIA, au FBI, dans les services secrets américains, c'est des milliards dépensés pour rien. Il ferait mieux de les dépenser pour ceux qui mangent pas aux États-Unis, hein. Vous savez qu'il y a 10% des Américains qui sont sous le seuil de pauvreté et qui ne mangent pas à leur faim dans un pays capitaliste. Il faut le faire, hein. Alors maintenant, j'aborde la partie la plus intéressante de mon émission. Restez là. C'est l'avenir d'Israël. Alors moi, je vois, alors quel est-il cet avenir d'Israël? Je vois deux possibilités. Soit Israël gagne la guerre commencée le 7 octobre 2023 contre le Hamas et le Hezbollah, mais elle sera longue et coûteuse car Israël peut être attaqué au nord par le Hezbollah au sud du Liban. Il faut savoir que le Hezbollah est mieux armé que l'armée libanaise. Ils ont 20 000 hommes super équipés qui peuvent débouler sur le nord d'Israël. Et puis on a aussi à l'est la Syrie et la Jordanie et au sud l'Égypte. Il y a 400 millions d'Arabes autour d'Israël qui ne font que 10 millions d'habitants. Peut-être, en allant chercher le banc et l'arrière-banc des Israéliens, on peut ramasser 1 million d'hommes. C'est pas mal, 1 million d'hommes. Hein? Mais à un moment donné, ils peuvent se trouver à 1 contre 10. Hein? Mon père, qui était militaire, me racontait, moi j'étais passionné aussi de l'armée, puisque dans ma famille, on a servi les rois de France pendant 3 siècles. Et donc, moi j'interrogeais mon père, qui était militaire, qui avait fait la guerre de 39, et je lui disais, est-ce qu'on peut arrêter les Chinois? Et il me dit non, parce que si les Chinois vont envahir l'ouest de l'Occident avec un front de 1000 km de large sur 1000 km d'épaisseur, même les mitrailleuses, il me disait ça il y a 60 ans, même les mitrailleuses, elles vont bloquer. Il m'a raconté pendant la guerre comment des mitrailleuses bloquaient par la chaleur, le mécanisme des mitrailleuses, la 12-7, elle bloquait. On tirait 2-3 000 coups en 1 minute ou 2 là, et les canons devenaient trop chauds, le métal était trop chaud. Bon, donc, si vous voulez, voilà quoi. On pourra peut-être pas arrêter tout le monde. Ensuite, donc, maintenant, deuxième possibilité. Soit Israël perd la guerre. Alors bien entendu, ça sera la mort de ce petit pays, en fait qui existe depuis 3000 ans. Hein? Ils ont occupé ce territoire bien avant le Hamas et le Hezbollah et les Palestiniens.
Hein? Bon, et avant les musulmans, puisque Mahomet, c'est le 7e siècle. Bon, alors, si Israël perd cette guerre, c'est la fin de l'Occident. On sera tous touchés. On sera touchés parce que ça sera une partie de billard mondiale dont on n'a aucune idée de la fin de partie. Ça peut faire tout bouger. D'ailleurs, les grands géopoliticiens là qu'on voit à la télé, tout ça, ils disent la même chose. Si ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale démarre, c'est le feu à la planète. C'est le feu à la planète. Bien entendu. De toute façon, actuellement, il y a de nombreuses guerres. Nombreuses guerres. Il y a cinq guerres mondiales. Il y a cinq guerres dans le monde. Et bon, pour l'instant, tant qu'on a à manger, à boire au niveau occidental, on se moque de l'Afrique, ce qui est dégueulasse, parce que les Africains, c'est eux qui vont trinquer les premiers, hein. Bon. Alors, ce que je voulais vous dire, ça serait une hypothèse terrible. Mais, j'arrive au plus intéressant, c'est la bataille d'Armageddon. En hébreu, ce qui veut dire la montagne de Megiddo. La dernière bataille d'Israël se déroulera autour de Megiddo, dont il y a des ruines actuellement, c'est très très beau. Moi j'ai été plusieurs fois en Israël, passé des semaines et des semaines. Megiddo est à 90 km au nord de Jérusalem. C'est une ville très ancienne, 7000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 500 avant Jésus-Christ. Il y a 13 strates. On a construit Megiddo 13 fois. À chaque fois, les ruines, on démolit la ville et on recommence. C'est ce qui s'est passé aussi avec Jérusalem depuis 3000 ans. On n'en parle jamais, mais c'est ça. Il y a des strates, des strates, des strates. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, que je conseille de relire, tout est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean. D'ailleurs, j'ai fait une émission là-dessus, je crois, l'année dernière. Au chapitre 16, verset 16, elle est nommée Armageddon. En 609 avant Jésus-Christ, le roi Josias du royaume de Juda fut vaincu et tué à Megiddo par le pharaon Néchao II de la 26e dynastie, 610-595 avant Jésus-Christ. C'est un Égyptien. Et c'est pourquoi ça m'a allumé l'esprit immédiatement. Je me suis dit, c'est un Égyptien. Alors, on peut penser que c'est l'Égypte qui finira dans une dernière bataille et gagnera la dernière bataille contre Israël. Parce que, je continue, ça devient de plus en plus intéressant, c'est la venue du Messie. Elle est attendue depuis 2000 ans par le peuple juif, qui est revenu sur sa terre, il est rentré sur la terre de ses pères, mais Israël n'est pas rétabli. Parce qu'il ne sera rétabli que lorsqu'il aura reconnu le Messie qui l'attend. Mais pour reconnaître ce Messie qui l'attend depuis 2000 ans, il faut qu'Israël soit brisé
sur ses deux jambes. Il faut qu'Israël soit à genoux pour reconnaître la venue du Messie, qui nous viendra d'ailleurs, Jésus l'a dit, du ciel, puisque lui, il est parti, il a fait son ascension à Jérusalem, au mont des Oliviers. C'est passionnant. Moi, j'ai été là, il y a un rocher, et on voit l'empreinte d'un pied, que j'ai embrassé d'ailleurs. Et il est parti, et il a dit qu'il reviendrait. Et il y a tout un mystère autour du Christ. J'ai fait une émission là-dessus, je pense. Mort, résurrection, etc. La science ne peut pas expliquer tout ça. Mais moi, j'y crois profondément. Le Christ s'est dématérialisé lorsqu'il est mort. Et il s'est reconstitué. Il a dégagé à 1 million de degrés dans le suaire de Turin, puisque le suaire de Turin n'est pas marqué par des traces de sang beaucoup. Il y a quelques traces de sang. Moi, j'ai étudié passionnément le suaire de Turin. Il est brûlé. Donc, le Christ a dégagé à 1 million de degrés et il s'est reconstruit. Et il s'est reconstruit. Quand il est né, c'est pareil. La Vierge n'a pas accouché comme une femme ordinaire. À Bethléem, tout d'un coup, il est venu comme un petit soleil dans les bras de sa mère et elle l'a trouvé bébé. Elle l'a trouvé ayant quelques heures. C'est extraordinaire tout ça, c'est miraculeux. La terre d'Israël n'est pas une terre ordinaire, mais alors du tout. Et là, je ne me place absolument pas sur un plan géopolitique. Non, pas du tout, parce que si vous voulez voir clair dans le problème d'Israël, il faut rester l'esprit clair, neutre. Moi, je suis absolument neutre pour faire mes recherches historiques. Sans ça, tu peux pas marcher. C'est comme ça que j'ai découvert des choses extraordinaires sur la famille Romanov, sur la famille de Louis XVI, de Marie-Antoinette, etc. Parce que si on a des préjugés, on est foutu. On est foutu. Nos résultats seront biaisés. Alors, pour conclure, nous sommes arrivés au carrefour des temps messianiques. La Vierge a dit à Medjugorje en 2007, c'est la fin des temps, c'est la fin du temps des nations. Et nous sommes rentrés dans le mondialisme. Parce que j'ai fait une émission d'ailleurs sur le mondialisme sur ma chaîne YouTube. Il va y avoir un pouvoir mondial dont la tête sera la Chine, c'est évident, le grand maître du monde sera la Chine, et il y aura sur les continents des colonies. On nous laissera nos appellations, mais on dépendra d'un pouvoir central. C'est cette décennie 2023-2033 qui, d'après moi, verra de grands événements se produire sur la Terre. D'ailleurs, la planète est arrivée complètement essoufflée aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a un grand manque d'eau qui va venir au niveau planétaire. Les nappes phréatiques sont vides et la Terre a bougé sur son axe de 83 cm. C'est pas trop grave, vous me direz. Mais, ah oui, parce qu'elle a déjà bougé, de 120 degrés, sur son axe. Mais il y a très longtemps, il y a des milliers d'années. On retrouve des signes dans le temple de Dendera, où la Terre, les Égyptiens ont dit que la Terre avait bougé de 4 signes. 4 signes, c'est 120 degrés. 120 degrés, 1 degré égale 110, 115 kilomètres. Vous voyez le travail, là. Alors c'est pour ça, bien entendu, qu'il y a eu le déluge, il y a eu plein de trucs à cause de ça. Si la Terre bascule sur ses pôles de 120, 180, là, je vais vous dire, on va avoir les pieds dans l'eau. OK ? Bon. Alors, ça ne sera pas la fin du monde, mais plutôt une grande conversion mondiale. Parce qu'il faut la peur
pour pouvoir avoir la foi. Curieusement, il y a l'espérance, hein, quand on a la foi, mais il y a également la peur. La peur te fait prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose au-dessus de ta tête. Donc, tout ça va nous réunir parce que il est évident que dans les évangiles, il est dit que la terre entière sera sous la houlette du Christ, du Messie. Donc, ça veut dire que la Chine se convertira, enfin toute la terre se convertira au christianisme selon les évangiles. Maintenant, on verra si vous voulez. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle, attendez, mon dernier livre qui est sorti, là vous pouvez le trouver sur Internet, voilà, Louis XVII ou le double secret du temple, aux éditions Allégorie et Colterra. Ensuite, vous avez l'affaire Romanov-Thomas, aux éditions Louise Courteau. Ensuite, vous avez l'affaire Romanov, tome 2, qui est le plus intéressant des deux. Hein. Il est beaucoup plus complet. Hein. Il a plus de 100 pages. Il a plus de 150 pages de plus que le premier. Ensuite, je vous rappelle mes livres en version numérique. Mystère du christianisme, qu'on peut m'acheter en version numérique sur mon site. Après, il y a aussi un livre passionnant, les prophéties pour notre temps. Les prophéties pour notre temps, qui vous explique où on est rendu aujourd'hui. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que l'émission vous a plu. Vous pouvez mettre des commentaires. J'y réponds toujours. Et à bientôt. Bonne journée.